Pragman, vous voyez, je fais un effort de concision, je fusionne les deux noms, est arrivé à Bruxelles dans les années 70, d'abord pour étudier les sciences économiques, et puis se réorienter vers des études d'assistance sociale. Dans les années 80, il exerce plusieurs métiers, responsable du service social de la Cambre, l'école d'architecture, puis coordinateur d'une organisation de jeunesse et même secrétaire général de la Confédération des associations de jeunesse pendant 4 ans. Fait marquant, il contribue à cette époque à la création des rencontres du cinéma d'animation de Bruxelles, qui deviendront par la suite Festival Anima, qui a lieu chaque année en février à Flagey. Il n'était pas encore franc-maçon à l'époque, et cela viendra plus tard, par cooptation, en 2001. Dans les années 90, il devient journaliste. Pendant 5 ans, il traite des affaires sociales dans différents papiers du groupe Sud Presse. En cohérence avec son parcours, il traite de manière privilégiée ce qui touche à la jeunesse et à la vie associative. On décèle aussi déjà son souci de vigilance à travers plusieurs séries d'articles sur les sectes. On lui doit d'ailleurs le tout premier site consacré au phénomène sectaire en Belgique. Fait marquant à cette époque, Philippe Allard c'est à cette époque qu'il adopte en fait le pseudonyme de J.J. Pragman pour signer son premier livre sans contrevenir à la clause d'exclusivité qu'il avait signée avec le groupe de presse. Son premier livre s'intitulait « Panorama du cinéma d'animation tchèque ». Alors, est-ce que certains ont compris l'allusion ? J.J. est un prénom tchèque et Pragman, bon. En 1999, il intègre le cabinet de Charles Piquet, alors ministre de la Culture, pour s'occuper principalement des dossiers jeunesse et éducation permanente. Il quitte le cabinet au bout d'1 an et devient, pendant 2 ans, chargé de projet au PAC. PAC, PAC, c'est l'acronyme de Présence et Action Culturelle, un mouvement d'éducation permanente et populaire dont je vous recommande d'ailleurs vivement le périodique Agir par la culture, c'est le nom de leur périodique, et puis spécialement les 2 derniers numéros, puisqu'ils portent sur les pouvoirs du langage, mauvaise langue, discrimination par le langage, langage des discriminations, en hiver 2017, et au printemps 2018, changer les mots, changer le monde, la manufacture du langage. Son premier livre en tant que maçon, en 2004, s'intitule d'ailleurs « L'Internet est-il maçonnique ?» En 2006, il coordonne un livre d'histoire rédigé par un collectif de maçons tournaisiens, Visage de la franc-maçonnerie à Tournai, qui constitue une belle occasion, à travers le récit d'événements et la mise en valeur de personnalités belges, de faire un peu de lumière sur la réalité de la franc-maçonnerie. En 2007, il publie Hiram et après, dans lequel il prolonge son travail, dans lequel, voilà, tu prolonges le travail effectué en loge, si j'ai bien compris. Les carnets d'Hiram, c'est une série de livres, voilà. En 2011, il adapte pour la Belgique l'abécédaire de la franc-maçonnerie de Jean-Frédéric Daudin. Et cela fait l'objet d'un supplément spécial à l'hebdomadaire Le Vif l'Express. Voilà, en 2014, on retiendra surtout la parution de l'antimaçonnisme actuel, sur lequel on reviendra probablement plus tard, à l'occasion de la discussion. En 2016, c'est franc-maçonnerie et Internet sont-ils compatibles ? Dans le prolongement de son premier livre, et notez aussi qu'il consacre régulièrement une chronique à la franc-maçonnerie internationale dans Franc-maçonnerie Magazine, et que cette année sont encore parus les cahiers de vacances du franc-maçon, que vous avez probablement eu l'occasion de voir à l'entrée. 3 numéros, un numéro pour les apprentis, un pour les compagnons et un autre pour les maîtres. Voilà, certains ont cru que c'était des ouvrages pour enfants parce que sur la couverture, on voit dès 3 ans, dès 7 ans. Mais ça s'adresse bien à des adultes qui sont dans le processus. Voilà, enfin, j'ai bientôt fini. Impossible de passer sous silence Maçonica, la journée du livre maçonnique. Cet événement a lieu chaque année, une année à Lille et à Bruxelles, les années impaires. J.J. Pragman a organisé les 3 premières éditions bruxelloises en 2013, en 2015 et en 2017. C'est un événement grand public qui dépasse de loin les livres, en fait, et vous aurez l'occasion d'y participer, si vous le voulez, en avril 2019. Alors, certains connaissent la légende d'Hiram et mesurent l'importance de la parole perdue. Aujourd'hui, disons que la parole est toute trouvée, et elle passe désormais à Philippe
Yéji, Allard, Pragman. Merci. Merci. Bonsoir à tous, j'oserais même dire bonsoir à tous en vos titres et qualités. Je reviendrai tout à l'heure sur cette expression. Donc la question qui nous anime aussi ce soir, c'est les francs-maçons ont-ils leur langage? Peut-on parler le franc-maçon? C'est d'ailleurs le titre d'un livre paru il y a quelques années. Si oui, n'est-ce pas une des caractéristiques d'un mouvement sectaire que d'utiliser des mots dans un autre sens que le sens usuel? Ou à l'inverse, est-ce que ce langage peut être libérateur et non pas enfermant? Ce sont donc quelques points que je tenterai d'évoquer dans ce qui est aujourd'hui une conférence et non pas un morceau d'architecture comme on appelle les conférences en loge. Ce seraient donc les conférences tenues lors de tenues maçonniques, donc hors du monde profane. Morceaux d'architecture, tenue maçonnique, monde profane, ce sont évidemment des mots, des expressions sur lesquelles je vais revenir. Et déjà, peut-être traiter le mot profane, certains ne sont pas nécessairement toujours heureux lorsqu'ils entendent parler d'eux-mêmes comme étant des profanes. En fait, ce terme désigne simplement les non-maçons. Cela n'a aucun caractère péjoratif. Le profane étant simplement celui qui est devant, donc pro, le temple, donc ça vient du latin, profanum, qui est donc sur le parvis éventuellement, qui va peut-être entamer une démarche vers la maçonnerie, mais peut-être pas. Donc voilà, effectivement, il y a une tendance à séparer le monde entre profane et maçon, mais comme je le répète, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Dans ce que je vous expliquerai ce soir, évidemment, c'est ma lecture personnelle. Je ne peux évidemment engager ni ma loge, ni mon obédience maçonnique. C'est évidemment la tradition chez nous et on peut ne pas être d'accord avec certaines lectures que je vais donner ou avec la compréhension de certains mots et expressions, parce qu'au fond, l'histoire de la maçonnerie évolue et on découvre de nouvelles choses, de nouveaux usages, des nouvelles explications à tout moment. Alors, c'est quoi peut-être la maçonnerie? Donc, on va essayer un peu de resituer pour ne pas se tromper. La maçonnerie moderne est d'origine écossaise, mais a connu un succès international à partir de Londres au début du XVIIIe siècle. En général, on fait dater cette franc-maçonnerie de 1717. C'est une date un peu mythique depuis les dernières recherches. Ce serait plutôt vers 1720 que 1717, mais ça n'est pas grave, disons c'est l'usage de dire que la maçonnerie moderne est née à ce moment-là. C'est une maçonnerie qui ne descend ni des Templiers, ni des compagnons, comme on le prétend souvent, y compris dans des livres diffusés dans des librairies maçonniques. C'est donc une société de maçons qui n'étaient plus opératifs, mais qui étaient spéculatifs. En gros, ils ne travaillaient plus de leurs mains. Ils réfléchissaient. Et ils se sont constitués en une société fraternelle. Quand je dis ils réfléchissaient, pas seulement, c'était des lieux de convivialité. Et il existe un ouvrage de Jean-Pierre Bacot sur les sociétés fraternelles en Angleterre. Il y en avait de très très nombreuses et la particularité de la franc-maçonnerie, c'est tout simplement que c'est une société fraternelle qui a réussi. Ce n'a pas été le cas de toutes les sociétés fraternelles malgré leur intérêt. Donc par exemple, les francs jardiniers existent toujours. Il doit y avoir 2 ou 3 loges en Angleterre, mais effectivement, cet ordre n'a pas connu le même succès que les francs-maçons qui sont présents dans toute une série de continents, même s'ils sont interdits dans une vingtaine de pays. Peut-être s'appesantir quelques instants sur le terme franc-maçon lui-même, terme qui est déjà nimbé de mystère. Et les maçons sont capables de s'empoigner sur l'origine même du terme franc-maçon.
Pendant des années, on a dit, ben voilà, franc-maçon, c'est pas compliqué, c'est un maçon franc, c'est donc un maçon libre, mais les recherches, ou certaines recherches, montrent qu'en réalité, c'est une allusion au Freestone Mason, c'est-à-dire le maçon de la pierre franche. Vous voyez qu'on peut s'empoigner sur des mots, et il existe d'ailleurs des spécialistes du fait ou du phénomène maçonnique, des maçonnologues, et une particularité que nous avons ici en Belgique, c'est d'accueillir une chaire de maçonnologie qui existe à l'ULB depuis 1983. C'est la chaire Theodor Verhagen qui organise chaque année des conférences publiques de haut niveau. Donc que font ces maçons, ces frères et ces sœurs, ces pratiquants de l'art royal, puisque cet art était pratiqué par les rois selon la légende, que font ce que les anti-maçons appellent les frères 3 points, puisqu'on utilise la triponctuation dans l'écriture, les horribles logeards, comme ils disent aussi, eh bien, ces maçons se réunissent lors de tenues maçonniques où ils pratiquent et respectent un rituel, d'où une certaine théâtralité dans ces tenues. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tenue? Quand les maçons parlent de tenue, ce n'est pas la vêture, c'est simplement des assemblées maçonniques qui se tiennent, d'où le mot tenue, pendant une période, les maçons ouvrant et fermant leurs travaux à certaines heures. Là, je ne vais pas donner tous les détails de rituel, mais donc on est dans un espace-temps un peu particulier. Ces maçons utilisent une méthode qu'on appelle maçonnique, c'est en fait une méthode symbolique. Le symbole éveille des correspondances et fait office de support du questionnement, de la réflexion. Alors vous êtes peut-être en train de penser, oui, mais est-ce que ce n'est pas secret tout cela? Est-ce qu'au fond c'est normal qu'une personne qui est présentée ici comme franc-maçon vienne raconter tout cela et parler de la langue des maçons? Alors, les maçons, il faut savoir, sont parfois amateurs de clichés, et parmi ceux auxquels ils recourent, il y a cette phrase selon laquelle la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une société discrète. Il y a d'autres formules, ce n'est pas une société secrète, mais une société à secret. Donc ces secrets, effectivement, existent, mais pour la plupart sont sur la place publique. Donc je faisais remonter l'origine de la franc-maçonnerie au début du XVIIIe siècle, 1717-1720. Eh bien, il y a déjà eu une première divulgation. Donc on a divulgué des informations très rapidement, une divulgation célèbre et très répandue, date de 1730. Donc, à peine les maçons commençaient à exister que partout, à Londres, on savait ce que disaient et faisaient ces maçons. Maintenant, il faut relativiser les choses. Tout est effectivement rendu public, parfois par les maçons eux-mêmes, mais il y a quand même un certain nombre, des secrets qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas se traduire en mots. Par exemple, le secret de l'initiation, puisque c'est le vécu, et le vécu est propre à chacun, il n'est pas racontable, il n'est pas transmissible. Il y a un autre secret, évidemment, qui est important, c'est le secret d'appartenance, puisque chacun est libre de se dévoiler. Donc, j'ai le droit de dire que je suis maçon, comme reconnaît comme tel, mais je ne peux pas désigner telle ou telle personne comme étant un maçon, y compris d'ailleurs auprès d'autres maçons, si on s'en tient aux règles les plus strictes. Donc, la parole est importante chez le maçon. Certains ouvrent leurs travaux sur la Bible, plus précisément sur le prologue de Jean, rappelant qu'au début était la parole ou le logos selon les traductions. De nouveau,
parole, logos. Certains maçons sont capables d'écrire des dizaines, voire des centaines de pages sur le sujet. Et effectivement, au 3e degré, au grade de maître, il est question de la recherche de la parole perdue. En ce qui concerne le vocabulaire, en fait, les rituels maçonniques, les symboles et le vocabulaire sont imprégnés du vocabulaire de la construction, puisque les rituels font référence à la construction d'un temple, celui du temple du roi Salomon, un temple qui restera inachevé. Il sera aussi fait référence aux outils et aux métiers de ses ouvriers. C'est ainsi que pour passer d'apprenti, donc il y a en loge qu'on appelle bleu 3 grades. Donc pour passer d'apprenti, le 1er grade, à compagnon, le 2e grade ou degré, ou être élevé à la maîtrise, donc le 3e grade, il faut demander ce qu'on appelle une augmentation de salaire. Au 18e, on parlait d'une augmentation de gage. Donc une augmentation de salaire pour un maçon, ça n'a pas nécessairement le même sens que pour vous lorsque vous allez demander une augmentation de salaire. C'est simplement la possibilité de passer à un grade dit supérieur. On voit la difficulté puisqu'on utilise ici des expressions imagées et des termes qu'on va appeler polysémiques, donc des termes qui ont plusieurs sens. Par exemple, les maçons laissent leurs métaux à la porte du temple. Donc c'est déjà une expression un peu imagée pour expliquer que on laisse ses passions à l'extérieur, on entre dans un autre espace et on les laisse, dit-on, à la porte du temple, alors qu'en réalité on ne se réunit pas nécessairement dans un temple, on se réunit en loge, la loge n'étant pas nécessairement le temple. C'est une représentation du temple. Et pourtant, comme on veut faire compliqué, on continue à parler de temple maçonnique pour désigner cette pièce qu'est la loge ou l'immeuble dans lequel se trouve la loge, ce que les maçons appellent le City Hall. La loge, c'est aussi l'atelier. Et l'atelier, c'est l'ensemble des membres d'un groupement local de maçons. Ma loge, qui est à l'orient de Bruxelles, donc elle éclaire Bruxelles, ça vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est comme ça. Ma loge à l'orient de Bruxelles compte une centaine de membres. Leur nom figure au tableau de loge. Alors c'est quoi un tableau de loge? C'est simplement la liste des membres. Mais comme je vous disais, il y a plusieurs sens aux mots et expressions. Un tableau de loge, c'est aussi la représentation symbolique du temple qui est posée au centre de la loge, sur ce qu'on appelle un pavé mosaïque, une alternance de carreaux blancs et noirs. Et là aussi, les maçons sont capables de vous tartiner bien des textes sur le tableau mosaïque, le blanc et le noir. Ce tableau de loge est aussi appelé tapis de loge, puisque parfois c'est évidemment une plaque de bois, parfois c'est quelque chose qui est tissé, mais vous voyez, de nouveau, on part d'un sens vers un autre sens et on arrive à une autre expression. Dans ce temple, ou à l'extérieur du temple, ça dépend comment on le considère, il est question de loges. Donc on parle des loges à l'entrée du temple, à l'Occident, puisqu'il y a une orientation particulière au temple. Donc, si on était dans une loge, il y aurait 2 colonnes là-bas. Nous serions, nous, ici, à l'Orient. Et donc, on désigne clairement, sous le terme colonne, les 2 piliers qui se trouvent à l'entrée, mais on appelle aussi colonnes les rangées de frères et de sœurs qui sont soit au nord, soit donc au septentrion, soit au midi. Donc, si vous vouliez, si on était dans une disposition de loge maçonnique ici, vous vous retourneriez tous en regardant vers l'intérieur, vers la travée centrale, ce qui ressemble, pour ceux qui connaissent, à la composition, ou la disposition plutôt, du Parlement wallon.
Alors, ne me faites pas dire que le Parlement wallon est une invention maçonnique. Ne tombons pas dans le complotisme. Il y a souvent beaucoup d'analogies qui sont faites, mais le Parlement wallon est disposé comme cela, à ma connaissance, parce qu'il s'est installé dans des lieux qui n'était pas possible de bouger, qui a un certain espace, donc il n'était pas question d'y mettre un amphithéâtre. Et puis la disposition avec des colonnes l'une face à l'autre est celle qui existe au Parlement anglais que vous voyez régulièrement en télévision. Donc ici, c'est les deux colonnes, c'est par extension aux colonnes à l'entrée du temple. Mais on appelle aussi colonnes selon certains rituels, les chandeliers, les colonnes qui supportent des chandeliers, mais pour compliquer les choses, on les appelle aussi piliers. Donc il peut y avoir des colonnes ou piliers au milieu de la loge et qui supportent des bougies. Alors, si je vous parle des lumières de la loge, vous allez dire, tiens, il vient nous parler de bougies, les lumières de la loge, c'est les bougies qui l'éclairent. Non, 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 non. Nous sommes en franc-maçonnerie. Donc, les bougies, on les appelle les étoiles. Et celui qui, à un moment, tient une bougie, ça sera un porteur d'étoiles. Les lumières de la loge, ce ne sont donc pas ces bougies, ce peut être plusieurs choses. Les officiers qui éclairent la loge, ou alors le trio symbolique Soleil, Lune, Vénérable Maître, ou un autre trio, volume de la loi sacrée, qui peut être la Bible, équerre et compas. Donc vous voyez, ça n'est pas simple. Je vous ajoute encore quelques mots à double sens. Parlons par exemple du triangle. Si je vous dis triangle, vous pensez forcément à une forme géométrique. En maçonnerie, une triangle, c'est une loge en gestation. On forme un triangle avec quelques frères, quelques sœurs, et éventuellement, plus tard, ce deviendra une loge. Une loge, d'ailleurs, dont on va allumer les feux. Allumer les feux d'une loge, c'est pas y mettre le chauffage, c'est simplement installer et créer une nouvelle loge. Le triangle, c'est aussi le prix à verser pour les agapes. Les agapes ou l'agape, on peut en discuter. Et le triangle auquel vous avez peut-être pensé, qui surplombe le vénérable maître, triangle qui peut comporter un œil en son centre et qui peut rayonner, eh bien, nous ne l'appelons pas triangle. On l'appelle delta. Voilà, c'est plus simple. Maintenant, de nouveau, il ne faut pas voir des symboles maçonniques partout. Quand on voit ce fameux triangle, ce delta rayonnant, c'est bien une figure initialement chrétienne dont les maçons se sont emparés. C'est une figure qu'on voit notamment dans beaucoup d'églises de la contre-réforme. Donc, vous en rencontrerez d'ailleurs dans certaines églises à Bruxelles ou à Liège, par exemple. On dit aussi que le temple maçonnique doit être à couvert, ou la loge doit être à couvert. Bon, ça peut paraître normal, puisqu'on parle d'un temple inachevé qui s'ouvre sur une voûte étoilée. Alors, effectivement, il faut s'assurer qu'aucun profane ou étranger non reconnu n'est présent dans le temple. Alors, on en parle de couvrir. Maintenant, on va parler de tuiles. Il faut tuiler le visiteur. Le tuileur, c'est à la fois le livre qui comprend les parties secrètes des grades et fait donc office de manuel à l'officier qui est chargé de tuiler, c'est-à-dire d'interroger, de vérifier la connaissance des maçons de manière à voir qu'ils sont réellement maçons et qu'ils ont le grade nécessaire pour entrer en loge. Et c'est aussi l'officier qui est chargé de tuiler. Couvrir la loge, c'est fermer le local. C'est aussi quitter ce local pendant une tenue, fait rare, mais après l'avoir expressément demandé, y avoir été autorisé, on peut exceptionnellement quitter la loge. Donc
Une loge ne fonctionne pas comme un lieu comme ici, où voilà, vous trouvez que bon, vous n'avez pas envie de m'entendre plus longtemps, vous vous levez, éventuellement avec fracas, et vous partez en grommelant. Très bien. En loge, ça n'est pas possible. Vous devriez demander à votre surveillant la possibilité, enfin, selon les formes, de sortir, et vous ne pourriez sortir qu'en le faisant d'une manière rituelle et, oserais-je dire, élégante. Autre lieu important pour les maçons, c'est ce qu'on appelle la salle humide. Donc, si certains d'entre vous ont été, par exemple, à Masonica, donc ils ont pu visiter les temples rue de Laken et ils ont pu se restaurer et boire un verre dans la salle humide. Le dessinateur Gillot, qui a illustré les cahiers de vacances du franc-maçon, disait que les maçons se retrouvent en salle humide parce qu'ils ont le gosier sec. Ce n'est pas tout à fait l'origine de l'expression. En fait, cette salle est humide parce qu'on n'y est pas couvert, donc pour faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, forcément, on peut rencontrer d'autres personnes que des maçons. La particularité aussi dans le langage des maçons, c'est d'utiliser des mots dans d'autres sens que dans le monde profane. Ainsi, pendant leur tenue, les maçons portent des décors. Alors, n'allez pas imaginer des personnes en train de transporter des éléments d'un décor comme au théâtre. Les décors de maçons sont tabliers, ce sont ces gants blancs. Si c'est un officier, c'est éventuellement le sautoir avec le bijou qui désigne son office. Et ça peut être aussi un baudrier. Un baudrier, c'est en fait une écharpe qui initialement permettait de porter une épée, puisqu'il y avait une égalité en loge et on pouvait aussi porter l'épée dans la maçonnerie française. Il n'y a jamais eu d'épée en maçonnerie anglaise. Donc, ce vocabulaire de la franc-maçonnerie est un vocabulaire qu'on peut dire attaché, que la maçonnerie étant attachée à la tradition, à la conservation des rituels, même s'ils ont été parfois modernisés, mais on utilise des termes qui sont datés. Par exemple, avant d'entamer leur cheminement, les compagnons reçoivent un bissac et un viatique. Or, viatique, vous pouvez encore l'utiliser. Bissac, même aujourd'hui, on est plus attentif au sac qu'on utilise pour faire ses courses, mais je doute que beaucoup d'entre vous emportent un bissac pour aller au magasin. Donc, il n'y a quasiment plus qu'en maçonnerie qu'on utilise un tel mot, comme aussi des expressions comme hospitalier, qui peut faire référence ou faire penser aux ordres religieux, ou même un élémosinaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hospitalier ou un élémosinaire, mot sur lequel je bute régulièrement? Ce sont en fait les officiers en charge des frères ou des sœurs dans le besoin ou l'affliction. Alors, ces termes ne naissent pas du néant. L'élémosinaire, dans le passé, c'était l'officier du palais chargé de la distribution des aumônes. Alors, en maçonnerie, on peut être très attentif à des actions caritatives ou des actions philanthropiques, mais on ne verse pas des aumônes. Nous, on se contente de verser notre obole. On préfère le terme obole à l'aumône, l'obole se versant dans le tronc de solidarité, ou ce qu'on appelle aussi le tronc de la veuve. Donc, de nouveau, le tronc de la veuve, c'est pas une dame qu'on a exécuté, dont on promène le tronc en loge, c'est un tronc comme dans les églises qui permet de recueillir de l'argent, des briques et des bricaillons qui permettent de soutenir les frères et les sœurs dans le besoin. Les maçons, c'est comme toute activité, ils versent une cotisation ainsi qu'un montant qui sert à la capitation. Alors, capitation, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez capitation, décapitation? Oui, c'est un montant
par tête qui est versée à l'obédience, autre terme, qui est la fédération de loges. Donc de nouveau, capitation, un terme qu'on n'utilise pas beaucoup. Alors c'est un plaisir, la maçonnerie, si on aime se pencher sur les dictionnaires étymologiques. Donc capitatio, c'est vraiment taxe par tête. On utilise des expressions compliquées. Si je vous dis que la circumambulation en loge est d'extrogir, vous allez dire avec quoi il vient. Alors, honnêtement, ce ne sont pas des termes que les maçons utilisent tous les jours, mais bon, ceux qui ont fait un peu de langue vont trouver ce que ça veut dire. Ben, ça veut tout simplement dire qu'on circule dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horlogique. Mais il faut avouer que la circumambulation d'extrogir, ça en jette pas mal. Mais bon, il y a des mots comme ça qui, très souvent, ne quittent pas les livres, mais sont quand même connus. Alors, les fameuses obédiences, les fédérations de loges dont on parlait tout à l'heure, elles se réunissent en assemblée générale. Mais on ne dit pas assemblée générale, souvent. On parle de convent. Et là, j'ai cherché s'il y avait d'autres groupes qui utilisent le mot convent, et il semble que non. Convent, ça vient du latin, bêtement, conventus, assemblée, réunion, qui a donné le mot convention. Quand les démocrates ou les républicains se réunissent en convention, les maçons, eux, se réunissent en convent. Donc, vous voyez, des termes à usage quasiment unique chez les maçons. Dans les termes datés, on peut vous parler par exemple des las d'amour de la houppe dentelée. Alors, la houppe dentelée, c'est une corde aux extrémités effilochées qui symbolise la chaîne d'union des maçons. Chaque membre de la loge est donc considéré comme un maillon de la chaîne. Donc c'est une image. À quoi ressemble une chaîne d'union ? Ceux qui ont été scouts ont fait la chaîne d'union en chantant le chant d'adieu, qui est la version française du Auld Lang Syne, qui était en fait un poème qui a été écrit par le poète écossais et franc-maçon Robert Burns, et bon, qu'on connaît aussi. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Eh bien voilà, c'est cela aussi, une chaîne d'union. La chanson en moins et quelques mouvements de main en plus. Maintenant, de nouveau, ce n'est pas parce que les scouts chantent ce chant d'adieu d'origine maçonnique que Lord Baden-Powell était maçon, comme c'est indiqué à peu près partout. En réalité, il n'était pas maçon, son frère, je pense, l'était, son petit-fils l'était certainement, et il y a une loge, Lord Baden-Powell, qui a été créée, mais il faut évidemment éviter les raccourcis. Baden-Powell a été accusé d'ailleurs d'être maçon dans les mouvements catholiques qui n'appréciaient pas beaucoup ce mouvement d'origine anglaise et protestante. Et donc, quand on n'aime pas quelque chose, on dit qu'il est maçon. Lors des banquets rituels, donc les banquets à l'intérieur de l'initiation, on aligne et on charge des canons. Ça peut être légèrement effrayant. On porte des santées, et donc non seulement on charge les canons, mais on tire des canons. Alors pourquoi des canons ? Alors l'explication est toute simple, parce que les vers utilisés pour porter les santées sont claqués violemment sur la table après chaque santée. Il faut donc utiliser des vers droits, à fond épais. Vous pouvez en trouver sur le web, ça se vend, et donc similaire à des fûts de canon. Donc vous voyez qu'on a déjà utilisé là le langage militaire. La table étant importante chez les maçons, on s'est aussi attardé à rebaptiser tous les éléments de la table, et donc des banquets. Évidemment, ce sont des usages anciens qui ne sont plus utilisés, donc on ne dit plus que le maçon mastique pour dire qu'il mange, on ne dit pas « passe-moi le sable blanc » pour dire
passe-moi le sel, mais vous trouvez cela dans le vocabulaire, ni passe-moi la barrique de poudre rouge pour dire passe-moi la bouteille de vin rouge. Donc vous voyez, il y a quand même des termes, non seulement ils sont désuets, mais ils ne sont plus utilisés aujourd'hui, ils sont encore cités parce que c'est un peu rigolo. Encore que dans le banquet rituel, on fasse allusion aux glaives qui sont les couteaux et aux drapeaux que sont nos serviettes. En dehors de ces aspects un peu militaires, il y a d'autres influences, comme le développement du XVIIIe siècle, deuxième partie d'une maçonnerie plus préoccupée d'ésotérisme. À partir de ce moment-là, on a commencé à ne plus dire dans certains lieux que le maçon était reçu en loge, là où le vénérable maître l'avait créé franc-maçon. Maintenant, on parle d'un maçon, donc d'une personne qui est initiée après avoir traversé des épreuves. Donc on est passé de l'idée de réception d'une personne à l'idée de l'initiation de cette personne qui a reçu la lumière, selon l'expression maçonnique. C'est un lieu qui est assez cérémonieux, et donc là, le caractère cérémonieux de la franc-maçonnerie se traduit dans les titres des présidents de loges. De nouveau, c'est aussi très daté. Donc, ce qu'on appelle le premier maillet est appelé vénérable maître. C'est le premier des officiers de la loge. Qu'est-ce que c'est qu'un officier de la loge? C'est tout simplement quelqu'un qui remplit un office. Ça peut être le secrétaire, ça peut être le trésorier, par exemple. Cette personne donc occupe un plateau pendant une période limitée. On n'est plus officier à vie. Il faut quand même préciser aussi que ce titre ne donne pas de pouvoir particulier. Le rôle du vénérable maître se termine à la porte du temple. Il ne faut pas non plus se laisser impressionner par les titres portés par les présidents des obédiences maçonniques. En France, on parle du président du Conseil de l'Ordre, mais on parle aussi de grand maître, et on parle mieux de sérénissime grand maître. Alors, ça la joue un peu pompier, hein, c'est un peu sa sainteté chez les maçons, mais en réalité, pourquoi sérénissime grand maître? Tout simplement parce que au départ, c'était le cas en France, mais ça a été aussi le cas chez nous, les obédiences étaient dirigées par des princes de sang. Et donc, effectivement, l'idée était de marquer cette préséance en les appelant sérénissimes. Le terme obédience lui-même fait référence à l'obéissance. On parle aussi d'obédience dans le monde religieux. Mais il faut quand même savoir que le maçon se déclare libre dans une loge libre. Ça, c'est un autre cliché pour la route. Et donc, il ne doit strictement aucune obéissance, que ce soit à un vénérable maître, à un grand maître ou à un quelconque titulaire d'un haut grade, quoi qu'en pensent les anti-maçons. Les anti-maçons adorent diffuser des images de pyramides avec les différents grades, croyant que celui qui est en haut de la pyramide, qui a le plus haut grade, a quelque chose à dire ou à imposer à ceux qui ont un grade inférieur, ce qui est complètement faux. Alors, s'ils parlent beaucoup, les maçons ont un sujet de prédilection, c'est le silence. Le silence, c'est d'abord celui des apprentis. C'est peut-être ce qui étonne le plus, c'est que quand on est apprenti, on est donc installé sur sa colonne et on se tait le temps de l'apprentissage qui peut durer 1 an et demi, 2 ans, ça dépend si on est prêt éventuellement à effectuer le travail pour acquérir ou passer au 2e grade. Donc silence des apprentis, sauf au rite émulation. Il y a toujours des subtilités en maçonnerie, il n'y a pas de rite universel, il y a des tas de pratiques différentes. Donc non seulement les apprentis se taisent pendant une certaine période, mais on se tait aussi pendant le rituel. On se tait aussi pendant les morceaux d'architecture.
vous êtes très bien, vous pourriez être transposé en loge, donc il n'y a pas d'aparté, il n'est pas question d'interrompre en disant ça ne va pas, j'ai pas compris, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas question d'intervenir de quelque manière, que ce soit par des questions, ni même, par exemple, d'applaudir quelque chose que vous trouveriez particulièrement brillant. Ça ne se fait pas du tout en loge. Est-ce que les francs-maçons à qui on impute tant de choses, est-ce qu'ils ont influencé la langue française ? Puisque vous savez que nous avons une influence énorme, si je crois bien les tenants du complot du nouvel ordre mondial, mais notre influence en matière de langue française n'a pas été énorme. Le seul terme typiquement maçonnique passé dans le langage courant, c'est blackboulet. Alors blackboulet, ben oui, puisque on a adopté une tradition qui existait avant la maçonnerie, mais qui consiste à voter avec l'aide de boules blanches et noires. Donc, quand on vote, par exemple, l'acceptation ou non d'un candidat, chacun est muni une boule blanche, une boule noire, et met, s'il est d'accord, la boule blanche dans le sac blanc ou dans la boîte blanche, et la boule noire dans le sac noir. S'il n'est pas d'accord, il croise son vote. Donc, trop de boules noires et le candidat est donc blackboulé. Voilà l'origine de cette expression. On utilise des boîtes qu'on appelle boîtes à ballotte. Alors ballotte, évidemment, ça vous fait penser au terme ballottage. Est-ce que le langage trahit le maçon ? Alors, certains qui voient des maçons partout s'écrieront « c'est un maçon » parce qu'une intervention, par exemple d'un élu lors d'une inauguration, eh bien, lorsque cet élu aura commencé en recourant à la formule « en vos titres et qualités », et lorsqu'il aura achevé son intervention par « j'ai dit », certains vont se dire « ça y est, c'est un maçon, il est des nôtres ». C'est un raccourci. Les maçons utilisent ces formules, hein, une petite variante, mais d'autres aussi. Donc en réalité, il y a eu toute une discussion là-dessus parce que le président Macron, qui non seulement s'est fait filmer devant la pyramide du Louvre, chef-d'œuvre Illuminati, mais il aurait utilisé la formule en vos titres et qualités. Alors là, il a bien confirmé que non seulement il était un Illuminati, maçon, etc., mais là, c'est la totale, quoi. Il nargue les complotistes. Sauf que cette formule en vos titres et qualités, c'est une formule qui est utilisée depuis longtemps dans l'administration et dans la diplomatie et qui a l'avantage d'éviter des litanies de titres et qui me permet d'éviter, évidemment, de devoir citer les gens en respectant un protocole et en risquant de citer une personne avant une autre ou de mal la situer. Et donc, c'est une formule économe, simple et, comme je le dis, administrative et diplomatique. Quant au fameux « j'ai dit » terminal, ça permet de clore très facilement une intervention. Ça permet d'éviter des formules qui font qu'on tourne et on n'arrive pas à clôturer son intervention. Et ce j'ai dit, en fait, c'est le dixi des orateurs latins. C'est rien de plus. Et donc, effectivement, des personnes l'utilisent. Moi, je me rappelle très bien d'une conférence en néerlandais où l'intervenant que je connaissais comme mon voisin, qui était maçon, il a terminé son intervention par « Ik heb gezegd ». J'ai dit en néerlandais. Mon camarade et néanmoins ami a foncé sur lui comme la vérole sur le bas clergé pour vérifier s'il était des nôtres. Ben non, c'est simplement un néerlandophone qui est de culture latine et qui connaissait parfaitement cette formule et qui l'avait traduit. Donc, il faut être très prudent parce que des tas de gens utilisent ces formules parce qu'ils les ont entendues et ils trouvent ça sympa. Maintenant, il est vrai que des maçons peuvent prendre plaisir à glisser des phrases de rituel dans une intervention afin d'observer des réactions, mais à ce petit jeu, il faut être
extrêmement prudent. Est-ce qu'on apprend à parler le franc-maçon? Lorsque les apprentis reçoivent une instruction de leur second surveillant, puisque c'est lui qui a leur charge, est-ce qu'ils ont des cours de langue maçonnique? Ben non. Le franc-maçon doit faire preuve d'assiduité et il est donc amené à s'imprégner de cette langue, de ses tournures, à s'interroger sur leur sens et leur utilisation. Donc il va assimiler, il va imiter et il va évidemment très vite s'interroger sur le sens et l'origine de ces expressions. Alors, pardon, une petite vérification. Oui, la question c'est, la langue fait-elle le maçon? Suffit-il d'utiliser le maçon pour devenir maçon? Non, on dirait que le maçon n'est maçon que parce qu'il est initié et qu'il y a des frères et des sœurs qui le voient comme étant un maçon. Évidemment, il est facile d'imiter le maçon. Je vous disais qu'il y a beaucoup de livres, mais maintenant il suffit de consulter les zones de commentaires des blogs dits maçonniques ou de fréquenter des groupes orientés maçonnerie sur Facebook pour constater que des maçons oublient qu'ils ne sont pas à couvert. Et donc, ils utilisent sans retenue des salutations et expressions maçonniques, même si ça leur a été dit et répété que ces lieux étaient ouverts aux profanes. Donc les maçons ne sont pas nécessairement les meilleurs utilisateurs de Facebook, même s'ils sont très présents sur Facebook. Alors qu'est-ce qui arrive? Des faux maçons, quand ce n'est pas des anti-maçons d'ailleurs, puisent de quoi tenter de se faire passer pour des initiés, pour entrer dans d'autres groupes. Ils copient les expressions, les salutations maçonniques. Maintenant, c'est parfois maladroit et évidemment, ils sont assez vite détectés, mais c'est quand même dommage que toute une série de mots, d'expressions, de salutations, de formules sont comme ça utilisées un peu à tort et à travers. Ce langage particulier est-il celui d'une secte? Alors, vous aurez dans votre viatique un cliché de plus, puisque je vous disais, les maçons adorent les clichés. Et il y en a un, alors là, moi, je n'en peux plus. Chaque fois que je l'entends, j'attrape des boutons. Contrairement aux sectes, s'il est difficile d'entrer en franc-maçonnerie, on peut s'en sortir très facilement. C'est vrai. Mais bon, c'est parfois un petit peu ennuyeux d'entendre la même formule un millier de fois, surtout quand celui qui l'a dit donne l'impression de l'avoir inventé. Mais donc, pour ne plus venir en maçonnerie, pour quitter la maçonnerie, il suffit de ne plus venir et de ne plus payer de cotisation. Un maçon n'est pas radié, il sera mis en sommeil à sa demande éventuellement ou d'office par défaut de cotisation par exemple ou éventuellement après un jugement maçonnique s'il a failli à l'honneur. En guise de petite conclusion, pour ceux qui seraient intéressés par se pencher sur les mots du vocabulaire maçonnique, il y a les 100 mots de la franc-maçonnerie d'Alain Boer et de Roger Daché. C'est en collection Que sais-je, c'est donc très très peu coûteux. Et alors, si vous regardez le classement des meilleures ventes pour l'instant, il y a un livre d'Emmanuel Pierrat qui s'appelle Le décodeur des expressions franc-maçonniques. Je ne suis pas toujours d'accord avec les explications qu'il donne, mais c'est un livre intéressant, surtout qu'il coûte 2,50 €. Encore moins cher, Wikipédia, vocabulaire de la franc-maçonnerie, de très belles pages bien documentées. J'ai dit. Maison de la Francide.